En plus, le pape est un personnage qui a beaucoup évolué, ça tous les Argentins le disent. Qui a appris énormément de choses, découvert beaucoup de choses. Quand le pape est allé faire son petit voyage en Jordanie, en Israël, qu'il a refusé d'arriver par l'aéroport aérien israélien, qui est arrivé par la Jordanie, qui s'est arrêté au pied du mur palestinien, enfin du mur de séparation contre les Palestiniens. Attendez, ça ce sont des gestes que les Israéliens ne pardonneront jamais. Il a quand même donné une énorme reconnaissance aux Palestiniens. L'histoire du fait qu'il soit allé sur la tombe, effectivement, de Theodor Herzl, fondateur du sionisme, et du projet donc de créer un État juif. Il y a eu 3 projets, l'Ouganda, l'Argentine et ensuite la Palestine. Et c'est le projet qui a marché au final. Mais l'Argentine était un des pays pressentis pour ça. Bon. Theodor Herzl est un personnage fascinant qui a envisagé toutes sortes de choses dans sa vie, et en particulier la conversion massive des Juifs au catholicisme. Les enfants de Theodor Herzl n'ont pas été circoncis. Oui, mais le père n'était pas du tout religieux juif. Et je crois que c'est 3 garçons de Theodor Herzl se sont suicidés. C'est-à-dire que le conflit spirituel dans cette famille était très intense. Et donc, dans la vie de Theodor Herzl, il y a un moment où il se rapproche énormément du Vatican, justement, et du pape de ce moment-là, qui était Pie IX, si je ne m'abuse. Donc Pie IX, c'est celui qui est juste avant, le successeur de Pie IX. Et puis, la négociation avec le Vatican n'a pas abouti. Mais il est évident que si le pape est allé rendre un petit hommage à Theodor Herzl, c'est parce que lui, il connaît bien l'histoire des papes et des négociations entre juifs et chrétiens. Et c'est en ce sens que ça l'a intéressé de faire un geste pour Theodor Herzl. C'est très subtil, hein? Ouais, parce que ça a été interprété comme un geste de soumission on va dire au sionisme, en disant, bon, bah, ça y est, le Vatican... Voilà, et bien à mon avis, c'est une grosse erreur, et ça, c'est de la propagande israélienne. La propagande israélienne, elle sait très bien que pour discréditer quelqu'un, il faut dire c'est un pote des Juifs. Ça marche dans nos sociétés. Si on vous colle l'étiquette, vous êtes un ami des Juifs, et un ami d'Israël, vous êtes mort dans certains milieux. Donc c'est une façon vraiment de couler le pape, de dire c'est un ami des Juifs. Et je refuse de le faire. Je refuse d'embrayer là-dedans, parce que dès qu'on va un petit peu plus loin dans le raisonnement, on s'aperçoit qu'il y a manipulation pour que les catholiques, qui sont très divisés sur des tas de questions, qui sont des questions douloureuses, des questions pointues et tout, qu'elle laisse tomber le pape. Alors à ce moment, un schisme dans l'Église, et vous savez ce que veut Israël? Après avoir bien affaibli le pape, l'assassiner. C'est très important. Israël a toujours essayé d'assassiner les papes, c'est pas nouveau. S'ils parviennent à l'assassiner, ce sera forcément un méchant musulman qui aura fait le coup. Hein. D'accord? Bon. Eh bien, on est assuré que les chrétiens et les musulmans vont se faire une guerre intense pendant une dizaine d'années, disons. Pendant ce temps-là, Israël aura la paix. C'est une vision. Alors, c'est pour ça, je tiens à le dire, et je tiens à le dire aux chrétiens et aux musulmans. Ce pape, c'est un être humain, il a peut-être des défauts, comme tout le monde, il a peut-être des incohérences, des incertitudes, une évolution, il subit des pressions, mais nous devons le protéger. Si nous tenons un petit peu à la paix, honnêtement, à la paix et au respect quand même des valeurs religieuses, c'est-à-dire des valeurs anti-sionistes, soyons clairs. Le sionisme, c'est quelque chose qui est contraire à toute religion, et contraire au judaïsme aussi. C'est un machin qui utilise le judaïsme, mais ça ne fait pas partie de la tradition juive authentique. Si nous voulons être honnêtes, premièrement, il faut protéger le pape parce que le pape nous protège. Voilà où on en est. On me demande, est-ce que vous avez déjà eu, on va dire, vent de ces rumeurs qui font état que Hitler aurait pu s'enfuir en fait en Argentine? C'est vrai qu'on a souvent entendu ça. Oui, c'est une légende, mais les Argentins n'ont pas l'air d'y croire plus que ça. Les Argentins n'y croient pas plus que ça. Non, je crois pas. Non. Ouais. Un peu comme il y a eu, on sait pas mal de, quand les nazis étaient en fuite, des sous-marins. Mais vous savez, on dit aussi que Kadhafi n'est pas mort. Les Libyens, ah oui, ça les aide à résister dans leurs épreuves. L'idée que Kadhafi va revenir, il n'est pas mort, c'était un sosie qu'on a assassiné. Un sosie, voilà. C'était quoi, pareil, un false flag de l'OTAN? Il y a eu cette rumeur au début, un peu. Non. Très souvent, les gens importants ont des sosies, qui mettent en avant parfois quand ils ont besoin, eux, d'être sûrs. Bon. Beaucoup de dirigeants ont eu des sosies.
Les Libyens disent, ah c'était un sosie, le vrai, il est quelque part, il est caché, il va revenir. Mais qui reviennent vite, parce que Voilà, bon. c'est un peu le bordel, là. Alors, on me dit, l'Argentine s'occupe de ses affaires, mais le problème sioniste est aussi son problème, non? Attila qui dit ça, oui, voilà, qui se demande, pourquoi, après tout, c'est vrai qu'ils ne s'occupent pas du sionisme, puisque c'est un problème pour eux. Finalement, c'est vrai qu'ils devraient condamner lourdement Israël. L'Argentine, on devrait les entendre pester, dire, parce qu'il y a quand même Israël, ils ont, on va dire, violé toutes les lois internationales en faisant un attentat. Alors là, je vais vous répondre comme répondent les Argentins quand on leur pose ce genre de questions. Ils disent, bon, dis donc, tu te calmes toi, hein. Arrête, hein, avec tes vieux réflexes impérialistes de donneurs de leçons. Tu l'as viré, toi, ton gouvernement sioniste, là, en France? Qu'est-ce que t'attends pour le virer, ton valse sioniste et compagnie? Alors maintenant, tu nous laisses, nous démerder dans notre coin. Hein. On gère comme on peut, on gère au mieux, et c'est pas à vous, les Européens, de nous donner les leçons. Ah, c'est ça qui répond. C'est ça qu'ils répondent. D'accord. Alors je m'excuse, hein, je te l'ai dit à toi, mais pour que ça marque, parce que c'est vrai qu'il faut respecter quand même les gens des autres pays et se rendre compte qu'ils font certainement ce qu'ils peuvent, et ils sont aussi malins que nous, et aussi faibles que nous, c'est sûr. Hein. Mais le jour où nous, on se libérera du sionisme, ils applaudiront et ils auront des forces pour en faire autant, ou en faire plus. Et donc l'Argentine, c'est vraiment un cas particulier, on peut dire, en Amérique du Sud, parce qu'il y a une communauté juive au Venezuela aussi, un peu. Oui, et minuscule. Minuscule, oui, oui. D'accord. Mais évidemment, on a beaucoup entendu parler du... évidemment, contre... oui, bon, l'histoire hein, du putsch de Capriles, il y avait quelques éminences juives autour de lui, absolument, juives israéliennes, trafiquants d'armes, enfin tout. Le rabbin Pinchas Briner, qui a son frère ou son, je ne sais plus qui est membre de sa famille en Pologne. Bon, c'est des gens qui ne sont pas vraiment vénézuéliens. Hein. Les gens qui ont fabriqué le coup d'État contre Chavez. C'est des gens qui ont un pied dans le pays, un passeport du pays, mais bon, qui ont du business dans le monde entier et qui suivent les ordres des Américains et des Israéliens. Bon, c'est des agents, c'est pas des nationaux. Il n'y a pas une communauté juive consistante ailleurs qu'en Argentine. Ouais, d'accord, ok. Alors, il y a des professions. Hein, par exemple, à Caracas, dans le vieux centre de Caracas, qui est très joli, qui est très mignon, tout petit, plein d'arbres. Ça ne fait pas du tout centre-ville à l'européenne, hein, ni du tout centre-ville argentin. Hein. Buenos Aires, c'est une très grosse ville. Il n'y a pas ce petit côté vraiment bourgade de campagne. Hein. Bon, ben, dans le centre-ville de Caracas, il y a une petite place entourée de marchands d'or et de bijoutiers. Bon, ben, c'est ça le quartier juif. C'est une dizaine maximum de changeurs d'or, bijoutiers, joailliers. C'est tout. D'accord, donc c'est une toute petite communauté, quoi, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire encore? Alors, ouais, protéger le pape, un Illuminati qui sert le nouvel ordre mondial. Bon, il y a des gens... Non, moi je protège la paix entre les chrétiens et les musulmans. Je suis désolée, hein. Mais je pense que c'est plus important que de perdre son temps dans les théories du complot, qui sont des trucs fascinants, mais qui sont des trucs de romans, de science-fiction ou de romans policiers. La réalité, c'est que tout dépend quand même de nous, à nous de ne pas faire de bêtises, à nous d'être conscients des enjeux et de comment on peut nous manipuler facilement. On me demandait d'ailleurs là-bas, est-ce que en Argentine, ils ont une conscience de ce qui se passe en France? Est-ce qu'ils connaissent un peu cette mouvance française, cette résistance française un peu? Est-ce que, je sais pas, ils connaissent Soral par exemple en Argentine? Non, pas en Argentine. Je sais que en Europe... Parce qu'il est au Brésil en ce moment. Donc oui, c'est bien quelqu'un qui l'a invité. Voilà, hein. C'est bien des gens qui le connaissent. Hein. Évidemment. Je ne sais pas s'il est traduit en portugais, en brésilien, en espagnol, j'ai pas entendu dire jusqu'à maintenant, mais je suis peut-être pas au courant. Dieudonné, si. Ah oui. Il est populaire, c'est pas pareil. Hein. Dieudonné, il vend son image. Hein. C'est déjà beaucoup plus simple que de vendre du texte. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, oui. Donc Dieudonné, oui, il est connu. Ouais. Oui. Et puis ces scandales, ils en parlent un peu là-bas. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que c'est la presse mainstream qui parle de lui. Donc les gens connaissent son nom d'abord par la presse très très mainstream. Et si un Français va là-bas, on va vous demander bon, mais alors, mais pourquoi est-ce qu'il est nazi, ce Dieudonné là? Comment ça se fait qu'il soit nazi?
Ah, alors, il faut commencer par défaire l'info, leur dire non, c'est pas exactement ça, vous n'avez pas tout compris. Bon. Ah, d'accord, il présentait, oui, comme un nazi, la résurgence du nazisme en France, quoi. C'est tout. C'est quand même extraordinaire, d'accord. Alors les gens trouvent ça bizarre, mais bon, puisque c'est dans le journal, ils veulent en savoir plus, quoi, ils veulent comprendre. Ils se disent pas, attends, non, il faut, au lieu de comprendre, il faut décomprendre. C'est étonnant, quoi. Quand même, ils arrivent à en parler jusqu'en Argentine, parce que bon, j'imagine que quand il y a eu l'histoire de la quenelle, ça a bouleversé. L'histoire de Valls, là, ça a été mondial. Ouais, ça a été mondial. Ça a été mondial, absolument. Mais c'est comme quand Ahmadinejad a fait des déclarations tellement intéressantes, hein, en disant, bon, les histoires d'Holocauste, il faudrait quand même que les historiens se mettent d'accord, qu'ils puissent discuter. Bon, ben, aussitôt, on n'a eu que la version israélienne, disant, il nie l'Holocauste et il veut détruire Israël. Bon. C'est très très difficile de faire revenir les gens en arrière après ça. Hein. Alors que la pensée d'Ahmadinejad était très fine, très nuancée, et qu'il cherchait à casser une expression purement hégémonique, hein, disant toujours Holocauste égale ceci, cela, on n'y touche pas, et c'est fondamental, etc. Oui. Donc il essaie juste de desserrer le nœud. Hein. Je pense qu'il y est arrivé d'une certaine façon, mais il a payé quand même très cher. Hein. L'Holocauste, c'est un peu quoi? C'est une nouvelle forme de religion, on peut considérer ça comme ça, la Shoah? L'emprise que ça a pris, la tournure que ça a pris? Oui. Non. Pour moi, non. Pour moi, non. Mais quand je dis religion, au sens où c'est enseigné via les écoles, il y a un dogme, il y a une espèce de peur dès qu'on parle de certains Oui, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Ouais. La religion, c'est pas la terreur. Non, mais une nouvelle religion imposée, quoi. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce vocabulaire. Il est évident que tout le culte autour de la notion de Shoah, c'est un culte obligatoire quand on veut faire partie de l'idéologie dominante. Bon, c'est tout. Mais c'est un phénomène idéologique. C'est-à-dire que derrière, il n'y a rien. Il n'y a aucune espèce de valeur. Hein? Oui. Une religion, c'est la foi en Dieu, en des choses supérieures à l'homme, à des choses justement qui nous dépassent. La Shoah, c'est pas d'autres valeurs aujourd'hui. Non, la Shoah, c'est le culte des Juifs. Ouais, voilà, c'est idiot. La mémoire. Oui, mais il n'y a aucune transcendance. C'est pourquoi moi je refuse d'appeler ça une religion. Bon, ça singe un culte. Il y a des rites, ça oui. Mais sur du vide. Sur du vide, et tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que les gens très près du pouvoir qui acceptent de cotiser pour le culte, pour de nouveaux lieux de culte, que le rite se renouvelle régulièrement, mais ça ne touche absolument personne. Et ça, c'est le travail de Dieudonné qui est extraordinaire, hein, d'avoir montré que c'était un ballon de baudruche, hein, qu'il suffisait de mettre une petite pointe d'aiguille et pof, ça explose, il ne reste rien, c'est du vide, c'est du vent. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a aucun impact sur les gens. Ça n'en a pas. Quand vous voyez, on est quand même obligé de le préciser, on me dit oui, je suis un mot religieux, mais est-ce que justement les idées révisionnistes, par exemple les idées de Robert Faurisson, est-ce qu'elles n'ont pas gagné finalement avec Internet? Est-ce que ce ne sont pas des idées qu'on pensait enterrer à jamais, qu'on pensait qu'on pourrait jamais les sortir et qu'elles étaient terminées, qu'on n'entendrait plus parler, qu'il allait finir au fin fond de l'histoire, et là ce qui se passe. Bon, alors là, je voudrais revenir sur le terme. Il ne s'agit pas des idées. Oui, des idées, pardon. Non, c'est pas des idées. C'est pas des idées. C'est pas des idées, c'est travaux. Voilà. Non. C'est quoi alors? Non, je dis que c'est la vérité. La vérité, elle finit toujours par sortir. Non, mais ce sont des travaux, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, non, on ne peut pas dire la vérité parce qu'on n'a pas de... Non, alors, Robert Faurisson a énormément apporté, justement, de recherches savantes, scrupuleuses, hein, pour établir la vérité. Mais la vérité, souvent, elle sort même en creux, si vous voulez, même sans recherche très approfondie, la vérité, elle a sa dynamique propre. Elle gagne toujours. Hein. Vous connaissez le proverbe africain qui dit le mensonge peut courir pendant 100 ans, la vérité le rattrape en un jour. En un jour, oui, je connais ça. Il y a des variantes dans toutes les cultures. Hein. Mais les proverbes africains, je les aime beaucoup parce qu'ils sont toujours beaucoup plus positifs que les proverbes français qui sont en général à se flinguer. Qui sont pessimistes, qui donnent une image de la nature humaine vraiment odieuse. Non, les proverbes africains donnent toujours une très belle vision de l'humanité. Bon. Donc la vérité, parfois, elle sort toute seule en creux. Je vais prendre un exemple que donne Israël Shamir, donc l'écrivain que je vous mentionnais tout à l'heure.
Commentaire sur l'histoire de l'avion de Malaisie, hein, l'avion Malais, qui s'est écrasé en Ukraine. Ah, bon. Alors, il dit, il y a des enquêtes hein, qui disent, c'est pas du tout les Russes qui ont descendu cet avion, c'est très sérieux, mais il dit, c'est très difficile quand on n'est pas un spécialiste d'arriver à une conclusion, hein, bon, c'est compliqué. Ouais, bon. sûr, ouais. Mais la vérité, elle ressort toute seule en creux, par le fait que, à partir du moment où les Russes ont apporté les infos qu'ils avaient, les éléments de preuve que c'était pas eux qu'ils avaient, bon, tout ça, eh ben, l'histoire de l'avion Malais a disparu, évanouie, elle n'existe plus. Donc vous voyez, il n'y avait pas besoin d'être un spécialiste. Ouais. Hein, il y avait des indices qui prouvent que bon, c'était un truc de propagande qui a servi un moment, qui ne pouvait plus marcher après. Donc on a arrêté. Et le truc disparaît. Oui, parce que là, j'ai envie de dire, bon, sur un événement comme ça, voilà, en ce moment, ils sont très très mauvais dans le fast-fly, en tout cas, ils se font souvent griller, donc ils abandonnent vite fait. Mais sur cette affaire de Forisson, si on va dire, ce verrou, il saute, c'est plus qu'un mythe, c'est quoi, c'est tout qui s'effondre. Il n'y a pas toute une logique qui s'effondre après, tout un... À mon avis, elle s'est déjà effondrée. Hein. En fait, oui. Oui. En fait, mon sentiment, c'est qu'elle s'est déjà effondrée. Mais si ça vient vraiment comme ça, là, aux yeux de tous, et que tout le monde est obligé d'admettre l'évidence et de dire, bon bah, non, il a raison. Non, il y a 10 ans, il y a un livre qui a fait le travail de casser le mur. C'est le livre de Roger Garaudy, hein, Les mythes fondateurs de la politique israélienne. Pourquoi? Parce que c'est un livre sur lequel l'auteur n'a jamais demandé de droit d'auteur, donc il a été immédiatement traduit, piraté, lu dans le monde entier. Donc lui, il a vraiment cassé le mur. Forisson et d'autres chercheurs faisaient la recherche, établissaient scientifiquement ce qu'il voulait démontrer. Roger Garaudy, qui était un militant politique et non pas un chercheur, un militant et un tribun, donc quelqu'un qui sait prendre la parole et faire porter la parole. Il a fait le livre qu'il fallait pour casser le mur qui enfermait la chose dans un truc de spécialiste. Depuis, le temps passe. Donc ces histoires-là, ça n'intéresse plus les jeunes générations, c'est du passé. C'est comme n'importe quelle histoire de grands crimes, il y en a eu des tas des grands crimes de l'humanité. Bon ben un de plus, un de moins, bof. Les crimes que commettent les Israéliens au présent, ça, maintenant, ça hérisse la jeunesse, ça la mobilise. Et si on lui dit, ah ben tu sais, en plus, hein, il t'avait menti sur telle autre histoire, hein, ils disent, oh ben ça m'étonne pas. Avec ce qu'ils font maintenant, hein, qui m'est menti il y a 50 ans, alors là... Donc l'effet n'est plus du tout le même maintenant, c'est fini, c'est fini. Il y a toute une... Parce qu'imaginons que ce mythe s'effondre, c'est vraiment... c'est tout un pan de ce qui a structuré l'histoire, la mentalité de toute l'après-guerre. Enfin, mais ça y est, c'est du passé, c'est du passé. Ouais, les enfants se plaignent par exemple au lycée que dans les programmes d'histoire, ils n'ont plus eu d'histoire vraiment ancienne depuis l'école primaire. Ouais. Depuis le collège, les programmes d'histoire, c'est toujours, tous les ans, la Deuxième Guerre mondiale. Oui, bah, bon. J'en parlais. Conclusion, n'importe quel gosse de 17 ans, 18 ans, 19 ans, pour lui, la Deuxième Guerre mondiale, bon ben ça c'est le truc du gouvernement. Et puis c'est tout. Pour eux, ce n'est pas de la vérité, ce n'est pas de la science, ce n'est pas de l'information, ça ne correspond à aucune curiosité de leur part. Donc ça fait juste partie du moule dans lequel il faut rentrer de force. Ça n'affecte pas... C'est Internet qui a modifié la donne un peu comme... Heureusement, bien sûr. Parce qu'on a pu... Parce que voilà, j'ai envie de dire, dans les années 80, voilà, Forisson, si on ne s'intéressait pas de très près à ses travaux et c'est extrêmement compliqué, on n'avait pas accès à cette information. C'était impossible. Je veux dire, on n'était que à la merci de ce qu'on nous racontait, ce qu'on voulait bien nous dire. Oui. Alors qu'aujourd'hui, ça change, puisqu'on peut aller par nous-mêmes. Voilà, Forisson s'intéresse à quelqu'un, bon, bah, il va chercher, il va s'informer par lui-même, il se fait son opinion. Et pour le coup, on a l'impression que ça a quand même fait basculer une partie de l'opinion, justement, publique, qui semble convaincue, j'ai envie de dire, justement, en tout cas, qui pense qu'il y a eu une escroquerie de ce point de vue-là, quoi. Il y a une escroquerie historique. Vous étiez un peu précurseuse, ça se dit précurseuse, on va dire, mais vous, qu'est-ce qui a fait que très tôt, vous avez eu accès à ces travaux, à Robert Forisson, et ça vous a convaincu dès le début? Comment ça s'est passé pour vous, un peu? C'est quoi? Eh bien, en 1979,
Je revenais de Cuba, donc j'avais vécu 10 ans, où j'avais vraiment perdu le contact avec la réalité française. Et je lis dans les journaux, dans Le Monde, un petit peu tous les scandales qu'il y avait autour de Faurisson. Donc j'arrivais d'un autre univers. Hein. Je ne m'intéressais pas particulièrement à cette question-là. Mais rien que de lire Le Monde, je voyais qu'il n'y avait pas de logique, qu'il n'y avait pas de cohérence, que ça ne tenait pas debout. Ce qu'on nous disait, qu'il y avait un bonhomme abominable qui disait non, c'était pas 6 millions. Bon. Bref, ça ne tenait pas debout. Hein. Mais je ne pouvais pas être sur tous les fronts. Hein. J'avais ma vie personnelle qui était très compliquée. Donc je ne me suis pas passionnée pour cette affaire-là à ce moment-là. Mais pour moi, c'était clair tout de suite. Il suffisait d'un petit peu de recul, hein, de ne pas être intoxiqué, comme les gens qui étaient ici et déjà pris dans beaucoup de propagande et tout ça. Moi, je venais d'un univers où jamais on ne parlait des Juifs comme de gens différents, de gens spéciaux, ni quoi que ce soit. C'était récent, ça c'est la politique culturelle cubaine, hein, qui était remarquable de ce côté-là, parce qu'elle n'a pas embrayé sur les campagnes en criant à l'antisémitisme constamment, ni rien du tout. Hein. Alors ensuite, en 95... En 1994, hein, j'ai repris contact avec Roger Garaudy, qui était un écrivain que j'aimais beaucoup, pour toute son évolution, et en particulier sa première étape de réflexion sur l'esthétique à partir du projet communiste. Et la question du réalisme, qui était la grande question des années 70, qui passionnait les philosophes et tous les gens qui travaillaient dans le domaine de l'art, qui est le domaine qui continue à me passionner. Donc, je reprends contact avec lui dans ces années-là. Je l'invite de ma banlieue à Mantes-la-Jolie pour faire une conférence parce qu'il s'était converti à l'islam. Ah ouais. Je m'occupais d'une association de femmes qui s'appelait Femmes 2000, où nous essayons de mobiliser les mères de famille des quartiers difficiles, hein, du Val-Fouré, pour qu'elles arrivent à reprendre un peu le contrôle des enfants, qu'elles comprennent un peu mieux la société française, parce qu'à Mantes-la-Jolie, il y avait eu des morts, hein, des grosses affaires moches, terribles. Hein. Une policière tuée, des jeunes tués aussi par la police, pratiquement à bout portant, enfin des choses horribles. Et donc à Mantes-la-Jolie, on ne voulait pas que ça dégénère comme ça. On s'est dit, avec mon ami Yamila Baïj, hein, avec qui j'avais fondé cette association, on reprend en main toutes ces mères de famille qui sont larguées et qui n'arrivent plus à jouer leur rôle de mères de famille. Et donc on a organisé des conférences pour ces mères de famille. Et Roger Garaudy est venu parler à des musulmanes, en tant que musulmans, des droits de la femme dans l'islam. Donc à partir de ce moment-là, je commence à bien suivre tout ce qu'il fait, sa conversion à l'islam, tout ça, ça me passionnait. Donc il me fait rentrer dans cette problématique de son livre, du tapage sur son livre et tout ça, là ça m'a passionné. Et j'ai voulu le faire connaître un peu mieux à l'université de Paris 8, où la moitié des étudiants à peu près sont musulmans. Enfin, il est inadmissible d'ignorer un personnage aussi important pour les musulmans, et pour la France, et pour l'histoire de la pensée de gauche. Il a été quand même le ministre de la Culture du Parti communiste français, mais au-delà, on peut considérer que c'était le ministre de la Culture de tout le communisme soviétique. Bon. Donc je l'invite à faire une conférence à Paris 8. Le Canard enchaîné venait d'annoncer qu'il sortait un livre intitulé « Les mythes fondateurs ». Une campagne se déchaîne contre moi, des étudiants essayent d'interrompre la réunion, bagarre et tout et tout. Il a quand même fait sa conférence, mais à partir du lendemain, il y avait des panneaux affichés dans ma fac disant « Poumier, tu ne passeras pas l'hiver ». Non. Oui, voilà. Alors ce sont des gens sympathiques qui affichaient ça. Un groupe qui s'appelle Réflexe, je ne sais pas s'il existe encore. Alors c'était la mouvance d'un pauvre type qui s'appelle Didier Daninx. Il paraît qu'il existe encore. Ah, ça ne me dit rien. Bon, heureusement. Didier Daninx, hein, qui s'est beaucoup mouillé comme ça pour essayer d'exterminer les penseurs révisionnistes, jusqu'au moment où il n'a plus rien dit. Donc on peut supposer que maintenant, il a compris. À force de s'intéresser à la question, il s'est aperçu qu'il s'était planté. Bon. Donc voilà comment je suis venue à m'intéresser à cette histoire. Et en 1995, je pensais vraiment que c'était capital. Hein, que ces histoires de Shoah, ça empoisonnait la vie intellectuelle, la vie universitaire. Et je le pense encore. Hein. Bon, maintenant j'ai quitté l'université, je ne suis pas de près ce qui s'y passe. Hein. Mais je pense que ça joue un rôle beaucoup moins grand. Tout le monde a compris. Ça ne veut pas dire que tout le monde puisse dire « oui, j'ai compris, je sais que ». Oui, mais c'est pas pareil. De faire semblant de croire et de croire vraiment, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand toute une génération d'élite intellectuelle fait semblant de quelque chose, c'est un château de cartes qui va s'écrouler. Oui, parce que tous ces gens-là, tous ces jeunes qui ne croient plus,
ils vont grandir comme ça, ils vont transmettre ça probablement même à leurs enfants. Enfin, il y aura, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on l'a vu, quoi. J'en parlais avec Robert Faurisson lui-même, qui dit, oui, qu'il est impressionné et étonné de ce sursaut qu'il ne pouvait pas savoir qu'en fait, Internet a modifié la donne complètement, quoi. Modifié la donne. Tout à fait. Parce qu'il y a 20 ans, vous étiez, j'imagine, très peu à soutenir ces thèses-là, quand même, non? C'était marginal, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, voilà, j'en suis sûr, là, sur le chat, c'est plein d'anti-termites aussi qui doivent me dire, voilà, on est tout à fait d'accord, évidemment, des gens, on n'est plus étonnés, quoi, on n'est plus étonnés. Est-ce que c'est pas le 11 septembre aussi qui est passé par là? Le 11 septembre a été aussi une occasion extraordinaire de faire découvrir des tas de choses à des tas de gens, oui. Parce que le 11 septembre, on peut dire que ça a été... Et beaucoup de gens, justement, découvrent tous les mensonges autour de la Deuxième Guerre mondiale à partir... Oui, c'est pour ça que je fais le lien. Oui, tout à fait, je fais le lien parce que ça a été un déclencheur pour beaucoup de gens. Tout à fait. Pour aller voir ce qui se passe après, en se disant, si on le mentit là-dessus, après tout... Et si vous allez voir encore plus loin, vous verrez que pour l'histoire de l'Inquisition, tous les spécialistes savent que l'Inquisition n'a pas été particulièrement cruelle et que les Juifs qui ont quitté l'Espagne sont beaucoup moins nombreux qu'on imagine. Donc cette idée, l'Inquisition, quelle horreur, un pays européen qui a exterminé ses Juifs, mais c'est fou. Et tous les spécialistes le savent. Mais les spécialistes, ce n'est pas des gens qui sont dans les médias. Ils le savent et ils disent, bon, ça fait partie de toutes ces choses, tellement de choses que nous savons que les autres ne savent pas. Et on ne va pas en faire un scandale. C'était il y a 3 siècles. Ouais. Alors ça reste, maintenant, le mot Inquisition, c'est devenu une sorte de mot valise qui contient tout. Quand on veut dire, en France, on ne peut pas dire ce qu'on veut, on dit, c'est l'Inquisition. Bon, mais ce n'est plus qu'un terme. Oui. Mais ça ne correspond pas du tout à une réalité, ni même, on ne peut pas dire que les gens soient victimes du mot Inquisition, qui croient à l'Inquisition. Ça n'est plus c'est juste un phénomène du lexique. Oui, d'accord. Ça n'engage pas la croyance, si vous voulez. Novlangue, si j'ai envie de dire. Voilà, alors là, j'ai traité d'antisémites, ils me disent tous, oui, surtout moi, génération d'antisémites, etc. Oui, ils sont tous fiers en plus, vous êtes marrants les mecs. Et alors, justement, je voulais aussi vous demander sur les guerres de l'OTAN, parce que, est-ce que, il y a toujours, comme le pensent certains, la main d'Israël un peu derrière, parce que, en fait, in fine, ce remodelage du Moyen-Orient, comme on est en train de le vivre, on a bien vu la Libye, la Syrie, l'Égypte, voilà, aujourd'hui l'Irak. Enfin, l'Irak, ça fait un moment qu'ils sont sur l'Irak, mais bon, il y a encore des rebondissements. Est-ce que tout ça, justement, ne sert pas les intérêts d'Israël, quoi? Enfin, c'est le projet derrière, en filigrane, quoi. C'est-à-dire, c'est présenté, évidemment, avec les États-Unis, on a Obama, mais les intérêts derrière, vraiment, est-ce que ce n'est pas les intérêts d'Israël qui sont servis dans toutes ces affaires? Alors là, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la complexité de la situation. Israël, c'est des choses très variables. C'est les intérêts d'une population qui est installée depuis, certains 60 ans, d'autres 20 ans, d'autres 5 ans. Bon, enfin, on va dire 100 ans, en gros, que c'est les premiers... Oui, mais enfin bon, c'est très variable. Il y a encore une migration qui se produit maintenant. Bon, mais donc, il y a quand même un peuple qui commence à avoir ses habitudes dans ce pays et qui n'a pas envie qu'on l'envoie ailleurs. Donc ça, c'est clair. Et donc, eux, ils se battent pour garder leur logement et leur boulot à l'endroit où ils sont maintenant. Et il leur faut un État, une police pour être sûr que personne ne vienne leur dire « Allez, on te confisque ta maison, on fout le camp ». D'accord? Donc ça, c'est l'Israël au sens restreint, comme une petite province qui tient son indépendance, disons, dans le Moyen-Orient. Et ça donne les gens qui sont très extrémistes actuellement, donc qui veulent absolument détruire tous les Palestiniens, simplement pour sauver leur petit mode de vie, là où ils sont. Mais à part ça, Israël est un État très bizarre, puisqu'il n'a pas de frontières et pas de constitution. Ce qui veut dire que ses frontières, c'est le monde entier, et sa constitution, elle est en gestation. Ils n'en ont pas parce qu'ils estiment qu'ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, mais il y a un conflit entre ces deux conceptions d'Israël. Parce que la conception large, mondiale, d'un Israël sans frontières, sans territoire, qui engloberait la planète, elle a sa base, non pas dans ce petit pays sur la Méditerranée, mais à New York. Et les intérêts des Juifs new-yorkais qui se croient, donc, le siège, la capitale
d'un univers, d'un empire qui couvre le monde entier, ben, c'est pas les mêmes intérêts. Donc c'est très intéressant de voir les conflits entre Israéliens provinciaux, disons, sionistes à l'échelle globale, ou en tout cas qui eux raisonnent à l'échelle globale, mais qui est aussi un raisonnement à partir de là où ils vivent, c'est-à-dire à New York. Ce qu'ils veulent, c'est protéger leur vie ou leur mode de vie à New York. Les Israéliens du quotidien et les grands sionistes mondialistes un peu apatrides finalement, ils sont apatrides, mais supposons qu'il y ait des bombes maintenant qui se mettent à sauter à New York en grande quantité, ils vont dire mais attends, mais il y a mon appart là dans ce quartier. Donc ils vont commencer à se battre pour leur petit territoire, là où ils résident vraiment. Donc eux aussi ils vont modifier leur point de vue. C'est tant qu'ils sont pratiquement invincibles, qu'ils ont l'habitude de dire les guerres ça se passe ailleurs, on s'en fout, ils ont qu'à se flinguer entre eux, c'est pas grave, nous on risque rien. Pour le moment, ils ont cette perspective de se croire le monde entier. Mais parce que voilà, justement, parce que là on arrive à la conclusion, parce que Maria doit prendre le train, c'est pour ça qu'on a continué, parce qu'il me demande pour la pause, mais non, on ne pourra pas faire de pause, on va faire la pause après. Voilà. Et donc, pour comprendre Israël, c'est quand même un des seuls États dans le monde qui se permettent à ce point de violer le droit international, le mépris de toutes les règles. Et voilà, cette affaire argentine, elle est quand même éloquente à plus d'un titre, puisque c'est un État qui... Alors, évidemment, on va me dire, oui, j'accuse sans qu'il y ait de preuves, mais bon, on va dire qu'il y a un fort, quand même, soupçon de présomption de preuves qui ferait que, quand même, ça sert les intérêts d'Israël, et donc, qui aurait pu commanditer cet attentat, en tout cas. Voilà, j'y vais avec des pincettes, mais personne ne se permet ça. Aucun État, non? Bon, alors là, je voudrais dire que ce qui est sûr, c'est qu'Israël a toujours une longueur d'avance sur les autres pays en matière de renseignement et de technique de la communication. Bon. À partir du moment où d'autres pays seront à la hauteur, Israël n'aura plus le monopole et n'aura pas toujours comme ça une longueur d'avance sur nous. Manigancer des trucs, et puis on découvre après coup, c'était un false flag, c'était eux. Mais ils ont eu le temps d'imposer ce qu'ils voulaient. Le temps que nous retrouve une autre version, une autre explication des choses, ils ont eu le temps de faire produire à une certaine situation le résultat qui leur convient. Bon. Donc c'est une supériorité technique, elle est limitée, elle est provisoire. Il y a 20 ans, moi j'étais horrifiée par les histoires de drones. Il n'y avait que les Israéliens qui avaient des drones. Alors ils se permettaient d'abattre le chef du Hamas en fauteuil roulant, parce qu'avec un drone, paf, ils l'ont visé lui, sur sa chaise. Bon, je trouvais ça monstrueux. Maintenant, ça y est, tout le monde a des drones. Bon, et bien pour cette avance qu'ils ont dans le domaine du renseignement, des techniques de cryptage, de décryptage, de communication, et bien c'est pareil. Un jour ou l'autre, ils n'auront plus cette avance. Il y aura des pays aussi forts qu'eux. Déjà, les Iraniens, apparemment, sont très forts, semble-t-il. Qui? Les Iraniens. Les Iraniens sont très bons. Ah oui, oui. Et puis, ils savent faire tomber les drones israéliens voilà, aussi. C'est pour ça que je parlais, ils savent faire tomber les drones et ils ont récupéré... Oui, oui. Et puis les histoires de piratage informatique aussi. Il y a beaucoup de pays maintenant qui savent contrer les manœuvres israéliennes. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut envisager là, justement, Donc Israël n'est pas invincible. Non, Israël n'est pas invincible, donc justement... Israël perd toutes ses guerres. Ils peuvent perdre Israël. Ils perdent toutes leurs guerres locales. La dernière guerre de Gaza, ils l'ont perdue. En tout cas, ils n'ont absolument rien gagné. La guerre du Liban, on s'en rappelle. Voilà. Mais chaque fois qu'ils font une petite tentative militaire chez eux, disons, si on peut dire, entre guillemets, bon, eh ben non, c'est foireux. Et alors c'est très important d'en prendre conscience, ils ne sont pas invincibles. Tu disais, c'est les seuls qui se permettent ceci, cela. Bon, mais c'est provisoire. Ils se sont permis, oui, effectivement, jusqu'à maintenant, mais c'est fini. Ouais. Voilà. On les avait vus même au Qatar avec des faux passeports. Oui. Ce qui n'aurait... Parce que je me dis, on n'aurait pas accepté ça d'un autre pays, quoi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, des ressortissants chinois avec des passeports britanniques, américains qui vont assassiner. Je ne connais pas beaucoup la politique chinoise, les services secrets chinois, mais ils ont une réputation. Oui, non, mais l'histoire de la Chine, on parle de casse-tête chinois. Il y a toutes sortes d'expressions dans la langue qui prouvent qu'il ne faut pas sous-estimer les Chinois du côté perversité politique. Et perversité dans le crime à fonction politique. Ils sont légendaires de ce côté-là. Ils préservent leurs intérêts aussi, certainement. Et puis ils ont une expérience millénaire. Je ne sais pas si l'expérience israélienne est aussi solide, je n'en sais rien. Mais il ne faudrait pas croire que c'est un monopole d'Israël. La perversité. Non, ça c'est une erreur. C'est une grosse erreur.
Et ce serait dommage de cultiver ceci qui est confortable pour les gens qui ne sont pas juifs. Hein, cette idée, ah oui, ils sont super méchants, bon, c'est vraiment, ils sont sataniques et tout ça. C'est confortable de se dire, ah ben si eux sont sataniques, ça veut dire que nous, on est des petits saints. Eh ben non, non, moi ça ne m'intéresse pas ce raisonnement-là. Ben, On a un choc quand on découvre toute cette vitalité du sionisme vraiment satanique horrible, hein, parce qu'elle nous est cachée. Donc quand on la découvre, c'est un choc, et on se dit, ah ben la clé de toute chose est là-dedans. Non, ça c'est un effet d'optique. Après, on s'en distancie un petit peu, on s'aperçoit que ce pouvoir d'Israël, il a des limites comme n'importe quel pouvoir. Ok, bah merci Maria, parce que je vois l'heure qui avance, donc la régie est prête, j'imagine. Bah voilà, comme d'hab. Bah, merci beaucoup d'être venu, et puis je pense qu'on reprévoira une émission un peu plus longtemps, parce que là, évidemment, ils sont un peu déçus, il y en a même qui disent on aurait bien aimé continuer. Bah oui, bah on continuera, en tout cas on vous réinvitera pour... Merci beaucoup, j'aime énormément ce climat de débat. J'aime beaucoup cette formule. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus. On se rejoint juste après, voilà, on fait une petite pause thé, et puis on se retrouve après. À vous la régie.